Alors, un truc qui peut sembler évident, et c'est peut-être pour ça qu'on oublie beaucoup trop de le rappeler, et pourtant c'est important de le préciser, c'est que le commentaire et la dissertation, en tant qu'exercice donc de français, et donc le français en tant que matière, c'est avant tout de la communication. De la communication, ce sont des exercices de communication dans une matière de communication. Là où les maths eux-mêmes en fait ont leur propre vocation, renvoient à d'autres domaines de l'esprit et des compétences humaines, là on parle de communication humaine. Et quand on se rappelle ça, mine de rien, ça permet en fait de se rappeler les choses qu'il faut faire et surtout ne pas faire en commentaire ou en dissert, en tout cas en français. Se rappeler toujours qu'on est dans un exercice de communication. Et donc c'est sur ce terrain-là que ça va se jouer et que c'est dans ce terrain-là qu'il faut réussir, en fait, voir qu'il faut exceller. On ne peut pas négliger cet aspect communication. Toujours se rappeler, c'est de la communication avant tout. Si on oublie que c'est de la communication, en fait, on va négliger le nerf de l'exercice. Alors certes, la communication, bien sûr, ça fait penser déjà au langage, hein, bien s'exprimer, etc., bien parler. Donc ça, tout ce qu'on sait sur le fait de former des bonnes phrases, de ne pas faire d'erreurs de syntaxe, de grammaire, etc. Voilà, bien sûr, le côté déjà avoir un phrasé qualitatif, donc la communication de qualité. Mais en fait, ça peut être beaucoup plus presque superficiel que cela, et pourtant essentiel justement dans le superficiel. Et tout simplement, en fait, la graphie, par exemple, à l'écrit. On va prendre l'exemple de l'écrit, la graphie. Alors la graphie, en fait, hein, c'est votre écriture. L'écriture au sens comment vous écrivez manuellement, à quoi ressemble votre écriture. Il faut surtout pas négliger cet aspect-là. En fait, en commentaire, commencez déjà par avoir une copie jolie et bien présentée. Alors je sais que c'est un peu la flemme qu'on dit qu'on a d'autres problèmes à régler quand on fait un devoir. On dit attends, déjà je dois essayer de trouver des idées. J'ai pas que ça à foutre de faire voilà, une belle écriture bien décorée. Je fais pas un manuscrit avec des enluminures et tout. Non, mais vous savez, il faut pas oublier que vous avez un être humain en face de vous. Vous voyez, c'est là qu'on trouve le côté communication. La communication, ça implique avoir un être humain en face de soi. On n'est pas face à une IA là. Et l'être humain en face de vous, il a des émotions, il a des idées. Il peut aussi avoir comme ça des limites. Il peut avoir de la fatigue, il peut avoir de la lassitude, etc. Et donc, vous ne pouvez pas négliger ça, et même vous pouvez vous en servir à votre propre avantage. Quand il y a communication, il y a aussi quelque part manipulation. Alors, bien sûr, sur un plan soft, on ne parle pas de manipulation perverse, grave, etc. Mais le langage, c'est l'art de manipuler. Quand on manipule le langage, en fait, on manipule à travers les mots des émotions, des concepts, des idées, et en faisant cela bien, on manipule son interlocuteur. Je veux dire, quand on met des formules de politesse dans quelque chose que l'on dit, c'est de la manipulation ordinaire admise. C'est de la manipulation. Quand vous mettez plein de « s'il vous plaît, merci beaucoup, c'est trop gentil », machin, dans votre façon de parler, vous êtes en train en fait d'infléchir votre langage, on appelle ça aussi des modalisateurs, vous modalisez, de façon en fait à obtenir l'effet que vous recherchez. Donc, qui dit effet que l'on recherche et donc moyen pour obtenir cet effet-là, dit manipulation. La seule façon de ne pas manipuler dans la vie, en fait, c'est de n'avoir aucune recherche d'effet, parce qu'on n'a pas de but, et du coup, on ne cherche pas en fait, des moyens d'atteindre ce but. Là, du coup, on peut dire qu'on est vraiment complètement désintéressé. Mais le fait est que la communication humaine repose beaucoup sur la recherche de certains effets, parce qu'on recherche quelque chose, on cherche à obtenir quelque chose. Et donc, c'est tout à fait innocent comme façon de manipuler, mais c'est indispensable. On nous apprend à manipuler le langage, et donc son interlocuteur, de façon inoffensive et soft, pour en fait chercher à créer des effets sur lui. C'est ce que, au passage aussi, fait l'écrivain sur nous. Et c'est pour ça qu'on nous demande d'analyser comment l'écrivain en fait, a manipulé son langage et son texte pour obtenir certaines émotions et obtenir certains effets, y compris sur son lecteur. Voilà, donc ne jamais oublier cela. Et donc vous-même, quand vous écrivez une copie de français, vous allez devoir manipuler votre interlocuteur en quelque sorte. Devoir le mettre dans de bonnes dispositions. Et donc se rappeler déjà aussi que vous êtes peut-être la 40e copie qu'il corrige, il est peut-être à sa 40e copie, qu'il est fatigué, qu'il est au bout de sa vie, et il ne faut pas croire, le prof de français il est comme vous, il est comme tout le monde, ça le fait chier de corriger des copies. Il n'y a aucun prof au monde qui aime corriger des copies, ce n'est pas vrai, ça n'existe pas, je n'ai jamais rencontré une telle créature. Tous les profs du monde détestent corriger des copies. Les copies sont aux profs ce que les devoirs sont à l'élève. Un truc qu'il doit faire, mais qui le gonfle. Voilà, donc aucun prof n'aime corriger des copies. Il le fait parce que ça fait partie de son boulot et que il faut bien donner des notes et corriger, etc. Mais c'est très fastidieux, c'est très long et c'est épuisant. Donc le prof, il est comme vous. Il n'a qu'une hâte, c'est de rentrer chez lui le soir parce qu'il a un film à regarder, il a quelqu'un à retrouver, ou personne à retrouver, mais en tout cas, il a envie d'être tranquille, de chiller, etc. Bref, faut pas croire, les profs sont comme vous. La matière qu'il enseigne peut être à la base sa passion,
mais la façon de l'enseigner et ce qu'il faut faire parfois ne le passionne pas forcément. Donc vous avez un être humain en face de vous qui est comme vous, qui en fin d'année a envie d'aller manger une glace dehors, a envie d'aller au cinéma et préférerait être en train de regarder Roland-Garros ou je ne sais quoi. Donc vous êtes à la même enseigne beaucoup plus que vous ne le croyez. Vous, ça vous fait chier de passer les épreuves et lui, ça le fait chier de corriger les copies. À savoir que vous, faire votre épreuve, ça ne dure que 4 heures pour vous personnellement. Après, vous avez l'ensemble des épreuves du bac, bien sûr, les autres épreuves, mais je peux vous dire que quel que soit le nombre de temps que vous passez à réviser et à faire les examens, ça n'égalera jamais le temps qu'a passé un prof à préparer les cours et à corriger toutes les copies. Ce qui est normal, lui c'est son métier, c'est un professeur, un adulte. Vous, vous n'êtes encore qu'un élève, un étudiant, un apprenant. Encore heureux que ça vous prend moins de temps quand même. Mais voilà, il faut toujours se rappeler ça. Donc vous avez quelqu'un en face de vous qui est humain, qui va vous corriger, qui n'est pas un robot, qui ne vous connaît pas, un copie anonyme. Alors ça, on peut trouver ça bien et pas bien. Généralement, c'est quand même plutôt positif. Ça met tout le monde sur un pied d'égalité. Il n'y a pas de préjugés sur vous, on ne vous connaît pas. Et donc justement, il faut repartir de zéro. Là, je pense aux gens, par exemple, peut-être qui, durant l'année, ont fini par se créer une réputation positive. Parce qu'à la rigueur, ceux qui ont une réputation plutôt mauvaise sont toujours très contents à la fin de l'année de pouvoir se débarrasser de cette réputation-là, ou du préjugé qu'il y a sur eux, de bons, mauvais élèves, etc., et de repartir à zéro avec un correcteur qui ne les connaît pas. Mais c'est vrai qu'il y a tous ceux, en revanche, qui se sont construits une espèce comme ça d'éthos, on peut appeler ça un éthos, hein, on va parler entre littéraires, hein, donc d'image ou de réputation, de quelqu'un qui rend des bons devoirs, qui écrit bien, etc. Et donc là, il ne pourra pas s'appuyer sur ça. Quels qu'aient été vos résultats durant l'année, il faut repartir à zéro avec ce jour de l'examen. Et donc, il faut refaire bonne impression comme avec une première rencontre. Et donc, cette première impression, dans le cadre de l'écrit, eh bien, elle va se manifester tout simplement déjà directement avec votre graphie, avec l'écriture, comment vous écrivez. Est-ce que la copie est bien présentée? Est-ce qu'elle est bien écrite? Est-ce qu'il y a une belle écriture? Est-ce que c'est bien appliqué? Est-ce que, rien qu'à l'œil nu, en fait, on distingue le plan? Imaginez un petit peu l'économie mentale, intellectuelle que ça représente de voir le plan à l'œil nu. Alors malheureusement, et pour une raison qui m'échappera toujours, et je vous rejoins sur ce plan-là si vous pensez ça, je suis de votre côté, je ne comprends pas pourquoi, encore aujourd'hui, dans le commentaire de texte, il est interdit de figurer le plan explicitement en fait en titre surligné. Pourquoi en gros on n'a pas le droit de faire apparaître le titre, d'avoir des titres apparents pour son plan. Voilà, ça faciliterait la vie à tout le monde. Je vois pas pourquoi. En plus, pour vous dire, dans les livres, c'est ce qui se fait. Quand vous ouvrez un essai, quand vous ouvrez un livre, un essai, hein, donc un livre de sociologie, de psychologie, de philosophie, tous les sociologues, les philosophes ou les essayistes ont un plan apparent, avec à la fin bien sûr un sommaire, hein, un index, etc. Mais c'est normal, enfin, on serait choqué franchement d'ouvrir un livre de philosophie ou de psychologie ou un essai où il n'y a pas le plan apparent, parce que ça fait partie en fait du côté, enfin, de la compréhension du texte en fait. Donc je ne sais pas pourquoi les élèves, eux, n'ont pas le droit de faire un plan apparent, de faire des titres clairs comme ça, surlignés ou soulignés, hop, partie 1, partie 2, je ne sais pas pourquoi, je trouve ça bien dommage, on est d'accord. Bon, mais justement, raison de plus pour faire un plan lisible à l'œil nu. À défaut de pouvoir faire apparaître ces titres de partie explicitement, eh bien, il faut au moins que la mise en page, vraiment comment vous agencez les paragraphes, etc., eh bien, rien qu'à l'œil nu, on identifie très bien partie 1, partie 2, phrase d'accroche très claire, etc. Parce que c'est un effort de moins pour le professeur pour vous déchiffrer. Et donc, il va vous aimer tout de suite. Il ne vous connaît pas, il n'a pas encore lu votre copie, et déjà, il vous aime. Il dit, ok, ça c'est une personne, en plus, il se fait des idées sur vous. Il dit, ça c'est une personne qui est sérieuse. Il y a du sérieux. Ça, les profs adorent le sérieux. C'est quelqu'un qui me respecte en tant que correcteur, qui quand même considère que je suis quelqu'un en face, etc. Et donc que moi aussi c'est un travail et tout. Et en plus, même sur le plan intellectuel, vous servez votre cause. Vous avez mis toutes les choses de votre côté pour que votre message passe le mieux possible, ce qui est encore une fois le but de la communication. Que puis-je faire pour que mon message passe le mieux possible et le plus facilement possible? Voilà, donc vous avez pour ça, vous voyez déjà des alliés qui sont uniquement de la forme, uniquement de la mise en page. Il n'a même pas encore lu une seule idée de vous. Mais il voit à l'œil nu une belle écriture bien appliquée, quitte à ce que ce jour-là, vous fassiez exprès d'avoir une écriture qui n'est pas celle que vous avez d'habitude, que vous appliquez plus que d'habitude, vraiment pour avoir une belle écriture, une belle graphie bien appliquée, une bonne mise en page. Et tout de suite, là, le prof ne vous connaît pas, mais il vous aime déjà bien. Et surtout, il se dit, bon, ce sera peut-être pas parfait, mais au moins là, j'ai affaire à quelqu'un de sérieux, qui prend l'exercice au sérieux et qui me prend au sérieux en tant que correcteur. Donc vous voyez déjà, sans vous en rendre compte, vous avez peut-être déjà 5 ou 7 sur 20. C'est encore insuffisant, mais mine de rien, il n'a encore rien lu et il vous donne déjà cette note-là. Vous voyez, il ne faut pas négliger ça. Au passage, c'est l'exact équivalent à l'écrit de ce que dans le langage en fait oral ou dans la vie réelle, on appelle aussi le body language. Vous voyez, le body language, le langage du corps. Ça, on dit beaucoup que la communication,
elle n'est qu'à 5 ou 10% verbale et elle est à 90% corporelle. C'est quand même incroyable, c'est presque terrifiant de se dire en fait qu'on n'a encore rien dit, on n'a pas ouvert la bouche. Par la façon dont on marche, la façon dont on se tient, notre posture, notre façon d'être corporelle, nos petits gestes, nos petits tics ou tocs, et notre façon même de nous habiller, bref, tout ça, vraiment, notre physique, hein, oui, on n'est même pas responsable de notre physique, la façon dont on prend soin de notre corps, tout ça, dit des choses à quelqu'un avant même qu'on ait ouvert la bouche, avant même qu'on ait dit un truc, et va peut-être orienter ou colorer la façon dont l'autre reçoit ce que l'on dit. Donc c'est quand même terrifiant. Et vous voyez, pour vous dire que c'est la même chose dans la vie, à l'oral. Hein, on envoie plein de messages malgré nous, alors qu'on n'a même pas encore ouvert la bouche, et en dépit de ce que l'on va dire. Parce que parfois même, pour vous dire, c'est tellement puissant le body language qu'on dit que, quel que soit le message après qu'on va s'efforcer de transmettre par le langage vraiment des mots, eh bien, ce sera peut-être pas en fait suffisant pour contrebalancer ce qu'on aura renvoyé sur le plan physique. Bon, c'est quand même, encore une fois, terrifiant. Mais on le voit en séduction, hein, dans le domaine de la séduction, ça se voit. C'est-à-dire qu'on a beau dire certaines choses, si on est contredit par notre apparence et notre attitude physique, eh bien, ça tombera à l'eau. Et inversement, parfois, malheureusement, des gens qui ne pensent pas ce qu'ils disent, mais parce qu'ils ont le look ou alors l'aspect physique ou l'attitude physique qui renforce ça, eh bien, peuvent réussir à être convaincants. Hein, voilà, donc ça, c'est tout le côté injuste de la séduction physique. Pour vous dire que à l'oral, c'est la même chose. Pour le coup, là, c'est pas une question de graphie, parce qu'on va pas vous lire, hein, c'est pas une question d'écriture bien soignée ou de mise en page, mais faites attention quand même le jour de l'oral à arriver bien habillé, voilà, alors pas attention, hein, c'est pas forcément arriver en costume, etc., parce que si ça fait pas naturel et authentique, ça peut jouer contre vous, genre, il en fait trop, vous voyez, donc c'est question aussi de naturel et d'authenticité, mais en tout cas de soigner votre apparence, évidemment, pour des raisons évidentes, soignez votre apparence, montrez que vous prenez l'exercice au sérieux, que vous prenez la personne en face de vous au sérieux, que vous êtes poli, ça fait partie de la politesse, d'être bien habillé un minimum, de se sentir un minimum bon, je sais pas, d'avoir bonne allure, d'être un peu souriant. C'est un exercice de communication, de la communication. Donc dans la communication, être mal habillé, être négligé et faire la gueule, eh bien c'est envoyer des mauvais signaux à l'autre personne et c'est se rendre antipathique. Et se rendre antipathique, c'est directement en fait, se rendre tellement désagréable vis-à-vis de l'autre personne que l'autre personne déjà ne nous aime pas et a presque envie de nous faire du tort. En fait, t'as pas envie de nous aider, d'être de notre côté. Donc vous, votre but, c'est encore une fois de manipuler subtilement l'interlocuteur en face et donc de lui donner envie, de vous donner une bonne note, de bien vous aimer et de vous faire confiance et de vous donner le bénéfice du doute. Ce qui fait que même si vous ne faites pas quelque chose de parfait, eh bien si ça doit pencher d'un côté ou de l'autre, ce sera plutôt du côté positif parce que, ok, c'est pas parfait, mais je sens quelqu'un de tellement sérieux, appliqué et qui envoie des bonnes ondes que ça donne plutôt envie quand même de mettre la note à la hausse. Inversement, parfois quelqu'un qui a fait quelque chose de pas si mauvais, mais qui a une très mauvaise attitude ou une très mauvaise écriture, etc., quelque chose qui envoie des très mauvaises vibes, peut se faire pénaliser et peut passer à côté d'une bonne note. Donc vous voyez, il y a déjà tout un travail simplement de manipulation basique, de posture, d'attitude, de mise en page, d'écriture, de look, pour envoyer les bons signaux. Et encore une fois, vous voyez, la notion de sérieux. Moi j'ai remarqué, on peut le déplorer, au contraire trouver ça parfaitement logique, mais j'ai remarqué un truc, parce que j'ai pu côtoyer parfois, vous savez, des élèves alors de tout niveau, hein, des gens qui étaient parfois pas très très bons en classe, ou au contraire ceux qui étaient très très bons. Mais il y a un truc qui revient tout le temps, quel que soit le niveau de l'élève, c'est la question du sérieux. C'est-à-dire que j'ai remarqué que les profs, peut-être le truc qu'ils détestent le plus au monde, unanimement, universellement, c'est les élèves qui prennent pas la matière au sérieux, qui ne sont pas sérieux et surtout qui sont en mode branleur. En fait, je crois que les profs ont l'air d'être vraiment, mais vraiment allergiques viscéralement à toute attitude qui dénote le côté j'en ai rien à foutre, les je m'en foutiste en gros. Il n'y a pas un truc plus antipathique pour les profs. Et vous voyez, peu importe le niveau, encore une fois, de l'élève, hein, c'est-à-dire que bien sûr qu'un élève, en plus, qui est vraiment pas bon à la base, qui a des difficultés, qui est un peu cancre sur les bords, mais qui en plus affiche un certain je m'en foutisme quasi insolent, et ça pour le coup, ça peut mener à des exclusions ou à des redoublements. Ça pour le coup, c'est carrément des attitudes qui sont là, peuvent carrément mener à des aspects disciplinaires. Et en tout cas de l'antipathie, ça c'est certain. Mais vous voyez, même des bons élèves, hein, et ça peut arriver, hein, c'est-à-dire que des élèves qui justement savent qu'ils sont doués ou qu'ils ont comme ça des prédispositions, et donc ils deviennent très arrogants, s'ils développent malgré leurs compétences de base, malgré justement leur espèce de facilité, un je m'en foutisme total, mais ça peut être bien pire que n'importe quoi. C'est-à-dire que beaucoup de profs vont largement préférer des élèves qui ont moins de facilité, qui ont moins de bonnes notes, qui ont plus de difficultés, mais qui, vous voyez, en veulent, qui ont l'air sérieux, qui ont l'air appliqués, qui écoutent, etc., qui sont vraiment déterminés, motivés. Ça va les toucher, donc ils vont dire ok, bon, bah, c'est pas parfait, mais ils vont vouloir les encourager, et puis pas surtout être trop punitif avec eux, alors que la personne qui à la base était très douée,
Mais si cette personne-là, voilà, est arrogante, suffisante et je m'en foutiste, mais ça va les rendre dingues. Et là, par contre, ils pourront vraiment vouloir sanctionner et être impitoyables avec lui. Alors là encore, dans cette notion de communication et de langage, il y a une sorte d'indice fondamental sur ce qui peut faire la différence entre un commentaire moyennement réussi ou une dissertation moyennement réussie et un devoir qui est hyper réussi et où il y a eu plein de points en fait qui ont été ramassés au passage. Et ça renvoie à la notion de vocabulaire. Alors vous allez me dire, merci pour l'évidence, oui, je me doute bien que le français, c'est une langue de vocabulaire. Oui, en effet, mais un vocabulaire spécifique. Vous voyez, être spécifique. La différence, et c'est le cas aussi sans doute dans d'autres matières, y compris les matières scientifiques, la différence entre un bon devoir et un très bon devoir, c'est l'art d'avoir trouvé le mot juste, le juste mot. Vous voyez, le juste mot. Là, c'est pas le juste prix, là, c'est le juste mot. Et finalement, un devoir de français, c'est un peu comme un bingo. Et c'est un bingo. Et ce qu'on veut justement, c'est avoir toujours le juste mot pour la bonne situation, au bon moment, au bon endroit, et donc maîtriser en fait un certain vocabulaire, un vocabulaire spécifique que normalement en fait on nous a appris. C'est-à-dire que, et ça c'est le cas en fait dans la vie en général, dans la vie, les choses ont un nom qui est souvent en fait un mot qui les désigne spécifiquement. Parfois c'est un mot savant, ça peut arriver que ce soit un mot savant, mais simplement en fait un mot spécifique. Et dans la vie, voilà, les choses ont un nom, et le langage, et le français en particulier, c'est l'art de nommer les choses par leur nom. Et l'art de les nommer par leur nom le plus distingué, ou on va dire le plus élégant, ou simplement le plus pertinent, le plus spécifique, voilà, propre à la matière. Donc vous voyez, là où en fait où quelqu'un qui aura peu de vocabulaire va devoir va faire des périphrases en fait, tourner un peu autour du pot, chercher un petit peu ses mots, ou alors en inventer certains, ou alors avoir recours à des mots un peu courants, qui sont apparemment le vrai mot juste en fait, qui sont plutôt des mots qui ressemblent un peu comme les synonymes, mais un peu downgradés. Bien, en fait, voilà, la bonne copie de français, c'est celle qui va en fait avoir le juste mot, qui va avoir le bon vocabulaire, les bons termes, et qui va nommer les choses par leur nom et le meilleur nom qu'il soit, voilà, pour elle. Je prends un exemple au hasard, comme ça je dis n'importe quoi, mais il y a 2 ans environ, il y a un sujet qui est tombé en fait au bac de français, qui était un texte de Diderot, qui n'était pas de l'encyclopédie, qui n'était pas spécialement philosophique, qui était en fait un texte issu de ses salons, donc en fait les critiques d'art, où il allait dans les salons de peinture et il donnait son avis sur les peintures. Donc il y avait en fait comme ça le texte qu'avait écrit Diderot pour retranscrire en fait son avis, comme on fait une critique de cinéma en fait, lui il a fait une critique de peinture, son avis sur le tableau et ce qu'il avait ressenti devant le tableau. Et en fait ce texte, clairement, quand on avait l'œil, quand on avait la culture générale, la culture littéraire, si l'élève en fait avait le bon bagage littéraire au cours de son année, etc., il y a un truc qui devait sauter aux yeux et qui pourtant n'était pas évident mais qui faisait tout l'intérêt du texte. C'est que ça avait beau être un texte du XVIIIe siècle, donc associé aux Lumières, à la littérature d'idées, parce que c'est vrai que c'est l'époque, vraiment, 18e siècle, c'est vraiment l'époque comme ça de l'encyclopédie, des textes philosophiques, du contrat social, de Rousseau, voilà, de Voltaire, de Montesquieu et donc de Diderot. Voilà, bref, donc, vous voyez, ça jouait sur tous les attendus et les stéréotypes et les projections un peu comme ça automatiques qu'on a sur une époque, 18e siècle, voilà, ok, Lumière et tout, mais ça déjouait les attentes, comme aime bien faire parfois le français, c'est-à-dire que c'est un texte original pour son époque. Et effectivement, puisque le texte était bizarrement romantique. Or, si on connaissait un petit peu sa chronologie littéraire, eh bien, le romantisme, c'est pas avant le 19e siècle, c'est après la Révolution, c'est voilà, vraiment début 19e, milieu 19e. Donc, en fait, c'était trop tôt pour le romantisme. Donc là, vous voyez, on pouvait avoir un scrupule anachronique en se disant attends, là, c'est pas possible, on est au 18e siècle, je peux pas dire que le texte est romantique parce que c'est pas encore l'époque du romantisme, ce serait anachronique de le dire, mais vous voyez, vous pouvez le formuler comme ça dans votre copie. C'est un petit peu anachronique de le dire, mais on peut considérer que ce texte est un petit peu romantique. Voilà, ok, on pouvait le dire comme ça. Mais en fait, il y avait un terme qui existe. Il y a un terme qui existe en littérature pour qualifier ça. C'est ce qu'on appelle le pré-romantisme. C'est pré-romantique. Et la sensibilité pré-romantique, c'est ça qu'on a plus l'habitude de l'avoir incarné par quelqu'un comme Rousseau, avec les Confessions, avec son goût pour les beaux paysages, son talent pour développer les émotions, etc., un certain narcissisme aussi, ou égocentrisme, voilà, se tourner vers soi, l'individualité, tout ça. Bref, bon, on connaît ça avec Rousseau. Diderot, on est beaucoup moins habitué. Mais ce texte qui nous parlait d'un tableau représentant des ruines antiques, qui portent à la méditation, à la rêverie, vous voyez, là aussi, encore une fois, c'est plein de mots bingo, ça. La rêverie, la méditation, l'introspection. Voilà. Vous voyez déjà, en fait, on a plein de mots comme ça qui font des bingos. Et ça, c'est comme des points dans la marge. Introspection, plus 1. Rêverie, plus 1. Nostalgie, plus 1. Mélancolie, plus 1. Vous voyez, tout ça un petit peu comme ça, tout ce vocabulaire, en fait. C'est une question de vocabulaire ou de champ lexical. Déjà, tous ces mots-là,
c'est clairement les mots qui étaient attendus en fait. On attend des mots, vous voyez, presque plus que des raisonnements ou des phrases. Déjà, on attend des mots-clés. C'est ce qu'on appellerait des tags hein, dans une vidéo aujourd'hui. Voilà, vous postez une vidéo sur TikTok, sur Instagram ou sur YouTube, vous allez mettre des tags comme ça qui vont être un peu les thèmes forts de votre vidéo pour que le bon public trouve votre vidéo. Ben oui, c'est pareil pour un peu votre copie. Vous devez glisser en fait comme ça des tags, des mots-clés, des mots forts qui montrent que vous avez vraiment saisi les enjeux principaux et vraiment tout ce qui rattache en fait ce texte ou voilà, cette œuvre et les thématiques pertinentes. Et là, en l'occurrence, le mot magique, le mot-clé pour complètement et vraiment désamorcer le texte à ce moment-là, c'était d'utiliser le mot pré-romantisme, qui existe vraiment, qui est attesté en littérature, ça se dit, voilà, c'est la sensibilité pré-romantique. C'est-à-dire qu'avant le romantisme, on avait comme ça une montée en puissance d'une sensibilité qu'on a qualifiée de pré-romantique. C'est romantique avant l'heure, en fait, c'est romantique avant la lettre. Et vous voyez, ce simple mot, ce mot tout simple, en fait, qui est une notion littéraire, qui est à peine un mouvement, mais suffisait à éclairer le texte. Nous sommes ici face à un texte pré-romantique, voilà, où on voit en fait ça préfigure en fait toute la sensibilité romantique qui va exploser au XIXe siècle après la Révolution. Mais déjà, les Lumières, qui étaient donc Montesquieu avec l'orientalisme, parce qu'on peut penser aussi aux lettres persanes, et donc qui elles-mêmes en fait un peu sont influencées par les contes des Mille et une nuits, qui ont connu leur première traduction au XVIIIe siècle, traduite par Antoine Galland. Antoine Galland, c'est le traducteur français des Mille et une nuits, qui est celui à qui on doit en fait l'importation des Mille et une nuits en France. C'était un phénomène à l'époque, une révolution. On n'avait jamais lu des contes d'Orient, ça laissait rêveur. Donc voilà, on a l'orientalisme déjà, qui est une espèce de pré-romantisme, et donc ça, Montesquieu s'en inspirait avec les lettres persanes. On a donc Rousseau, bien sûr, hein, le côté comme ça, introspection, l'individualité, les sentiments, les paysages, etc. Et donc on a Diderot, qui à travers les tableaux, l'art, là aussi en fait a exploré voilà, des notions pré-romantiques. Donc vous voyez comment, à la fois en s'appuyant sur la date du texte qui était 18e siècle, tout en n'en faisant pas une obsession et en pensant plus largement à l'histoire littéraire, à ce qu'il y a avant, à ce qu'il y a après, et en fait en trouvant les bons mots pour les bons mouvements et en les connectant les uns aux autres, on éclairait le sens du texte. Alors qu'on n'est même pas encore dans le côté figure de style, etc., procédé, tout ça, non, ça c'est après. Mais déjà, rien qu'en dégageant les mots-clés, introspection, rêverie, imaginaire, mélancolie, sentimentalité, finitude, la finitude, vous voyez, encore une fois, un mot littéraire, vous voyez, parce qu'on peut parler de mortalité, la mortalité, on peut aussi parler du fait qu'on va mourir, de la peur de la mort, mais vous voyez, le terme littéraire de la finitude, ce qui va finir, la finitude de la civilisation, la finitude de l'humain. Tout ça, c'était autant de mots-clés, de mots bingo, hein, dans un bingo, et vous voyez, sans même parler encore une fois, là pour le coup, on a déjà abordé le sujet de votre présentation, votre mise en page, votre graphie, dans quelle ordre vous avez organisé les idées, etc. Ça évidemment c'est très important la rhétorique, hein. Voilà, tout est important, vous voyez. Tout ça, ça forme un tout. Et donc chaque chose est à sa place. Et donc là, vraiment, il y a toute une quantité de points à gagner, rien que sur les bons mots, le juste mot, le bingo. Vraiment avoir trouvé les bons mots au bon endroit, sur la bonne notion, sur la bonne chose, bien nommer les choses. Ouh, c'est un bingo! C'est comme ça qu'on dit c'est un bingo? On dit juste bingo. Bingo! Est-ce qu'on s'amuse? On est en français, on est dans une matière linguistique, dans une matière littéraire, dans une matière de langage, de communication, et donc forcément, les mots ont leur importance. Et bien nommer les choses, ça a son importance. Et parfois, la différence entre deux copies qui ont toutes les deux bien compris le texte, eh bien, celle qui aura une meilleure note, c'est simplement celle qui aura bien compris le texte, mais en mettant vraiment les meilleurs mots possibles sur les choses qui ont été identifiées. Celle qui aura manqué un peu de vocabulaire, qui n'aura pas eu les mots exacts, le mot juste, vous voyez ce truc où on dit oui c'est ça, oui c'est ça, exactement, oui c'est ça, exactement, t'y es, c'est le bon mot, c'est ça qu'il fallait dire. Eh bien, celle qui aura raté ce petit mot-là, un peu comme c'est un jeu de fléchettes, vous voyez, hein, il y a le être maître dans le mille, et puis il y a les points à côté. Donc c'est pas que vous allez gagner 0 points. Si vous avez bien compris le texte, vous allez gagner forcément des points. Mais là où celui qui aura trouvé le mot juste aura mis dans le mille, dans le jeu de fléchettes, eh bien, ou dans le tir à l'arc, hein, eh bien voilà, vous aurez peut-être mis un petit peu à côté parce qu'il vous aura manqué le mot exact. Voilà. Et donc typiquement, moi je me souviens quand j'avais vu ce sujet apparaître voilà, cette année-là au bac, je m'étais dit, bon bah là clairement, il y a ceux qui vont dire le mot pré-romantisme, qui auront cette notion-là en tête, tout simplement ce mot-là, et clairement ça va surclasser leur copie parce qu'on va dire, ok, lui il a trouvé le bon concept, le bon mot sur la bonne chose, et il y a ceux qui auront peut-être compris l'idée, qui auront compris que c'est un texte, tiens, qui a l'air très romantique, très sensible, mais ils n'auront pas réussi à trouver le mot juste. Vous voyez, ça aura tourné un petit peu autour. Et donc plus on s'éloigne, moins on a de points, plus on se rapproche, plus on met dans le mille, plus on a des points.
Voilà. Donc ça, c'est une façon encore autre de gagner des points dans le commentaire de texte. Je m'arrête ici pour cette fois, mais je vous renvoie d'ores et déjà à la vidéo suivante, puisqu'elle sera spécialement consacrée à un procédé de communication parmi les plus fameux, les plus célèbres même dans le monde de la psychologie et qui a fait ses preuves, qui est l'écoute active. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà de nom, hein, le terme, ou alors le concept. En tout cas, voilà, je vais vous expliquer un peu de quoi il s'agit, et surtout, puisque c'est ça qui nous intéresse ici, que le back is coming, comment l'écoute active est aussi une technique complètement adaptée à la compréhension écrite et à l'analyse et l'explication de texte. Et donc un atout, et même une clé, pour réussir un bon commentaire de français ou de philosophie. Je n'en dis pas plus ici, et je vous donne donc rendez-vous dans cette vidéo sur l'écoute active. Et d'ici là, écoutez, bonne révision, bonne continuation à vous pour vos cours si vous êtes encore en pleine année scolaire. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager, à poser des questions dans l'espace commentaire ou faire des remarques et des retours. Et puis sinon, écoutez, je vous dis à la prochaine. Salut les Happy Few!